Dans mon adolescence, j'ai longtemps fréquenté le ciné-club d'Alger, qui était un ciné-club extrêmement important, qui était dirigé par Barthélemy Amengual, qui est une figure éminente, et qui avait dirigé le ciné-club d'Alger depuis la fin de la guerre, hein, m'a-t-on dit, depuis 1945, jusqu'à l'indépendance. Il est resté un peu, et ensuite, quand il y a eu l'indépendance, il est allé vivre à Valence. Il est mort il y a 2 ou 3 ans. Et disons que le ciné-club qu'il a animé, mais entièrement, enfin, le portant totalement sur ses épaules, et qui était affilié à Travail et Culture, hein, donc c'était un ciné-club progressiste, était considéré à l'époque comme le plus grand ciné-club de France, puisque c'était censé être un département français, et il y avait un nombre considérable d'adhérents et une très grande activité, et Amengual menait ça de main de maître. Donc moi j'ai fait mes classes avec des gens comme Comolli, qui étaient là aussi, comme Guy Gilles, etc. Et puis, à la fin des années 50 à Paris, bon, j'ai un peu fréquenté comme ça la Cinémathèque régulièrement. J'avais toujours envie d'écrire au Cahier, qui était la revue que je lisais à Alger, même sans comprendre bien, hein. Et j'ai rencontré à la Cinémathèque les Rivette, etc., Delahaye, Godard, qui continuaient à y aller, même s'ils avaient commencé à faire des films. À un moment, il y a eu une espèce de changement de pouvoir au Cahier, là, disons, un putsch rivetien contre la ligne qui était celle de Romer à l'époque. Tout ça est aujourd'hui très estompé, très réconcilié, et c'était peut-être un peu plus rude à l'époque, vu de façon plus rude que ça n'était vraiment. Et moi, je suis entré au moment où Rivette, enfin quelques mois après la prise de pouvoir de la rédaction par Rivette, qui m'a demandé non seulement si je voulais pas écrire, mais également à un moment de travailler un petit peu avec lui. On était 3, quoi. Il y avait Rivette, Comolli et moi, et on faisait la revue à peu près seul à partir de 64-65. Et bon, sur l'écriture, j'avoue que ça tombait bien parce que c'était celui que je considérais un peu comme mon maître en écriture. J'admirais beaucoup le style de Truffaut, l'écriture de Romer ou Douchet, mais Rivette était celui qui m'impressionnait le plus, et qui d'ailleurs, pour tous ceux qui le connaissaient à l'époque, était le plus impressionnant, hein, par ses jugements sûrs, puis son côté comment dire, coupant, affirmatif. Enfin, je crois qu'il influençait, que les goûts de Rivette influençaient quasiment tous ceux des cinéastes de la Nouvelle Vague, alors qu'ils faisaient la critique au Cahier, quoi. Y compris Godard, Romer. Quand Rivette donnait le là, c'était tout de même un petit peu la revue qui adoptait cette note. Ben, ce qui nous intéressait au Cahier, j'en parlais souvent avec Danet, Comolli, etc., c'est que même quand on n'avait pas vu les films, on était impressionné par la qualité littéraire. Pas littéraire au sens littéraire universitaire, mais par la qualité d'écriture de ces gens-là, quoi. Moi, je pouvais lire positif, j'aimais bien certains articles, etc. Mais je trouvais que même si Adokirou ou Benayoun étaient polémiques, un article polémique de Truffaut était inimitable, et un article polémique de Rivette, qui n'était pas du tout dans le style de Truffaut, était aussi inimitable. Par ailleurs, la grande prose à la française, au sens classique du terme, de Romer, je la trouvais majestueuse, etc. Donc je me souviens, on était impressionnés par la qualité d'écriture, y compris de films qu'on n'avait pas vus, ce qui faisait que quelquefois, comme Oli et moi, on passait un peu pour les trublions auprès d'Amengual. Amengual, j'avais même travail et culture, et puis membre du Parti communiste, et il aimait les films soviétiques, les films de l'Est, Eisenstein, René Clair, Renoir, le Renoir du Front populaire, etc. Et nous, quand on arrivait avec le tombeau hindou et le tigre du Bengale de Fritz Lang, bon, il nous laissait faire parce qu'il était très ouvert, mais on représente un peu les jeunes Turcs pour lui, quoi. Donc assez insupportable sans doute à ses yeux, mais il nous a toujours permis de présenter les films qu'on voulait. On adorait aussi, hein, Le crime de Monsieur Lange
au bout du Sauvé des eaux. Mais de temps en temps, on avait des petites lubies qui étaient loin de lui et qui étaient pour nous ce qu'on avait lu dans les cahiers. Le tombeau hindou, qui passait pour une stupidité exotique à l'époque. Ou même Moonfleet. Un film comme Moonfleet, qui est aujourd'hui considéré comme le film des films, pour adultes, enfants, tous âges confondus, indiscutable, enfin les gens de Moonfleet, je me souviens quand il est sorti à Paris, dans Le Monde, c'était comment un type comme Pristan, qui a fait Âme le maudit, est extrêmement du docteur Mabuse, peut-il faire cette stupidité à costume avec des pirates, etc. Dans Le Monde, hein. Je ne parle pas d'une feuille de chou. Quand même, Bien sûr, les cahiers. Et puis les revues annexes pour connaître comme présence du cinéma et même un mouvement cinéphilique qui était loin de nous par ses excès, par son sectarisme et même par ses opinions politiques, qui s'appelle le MacMahon, avait bon goût, quoi. Quand il disait Preminger, Lang, voilà, Morlaix, etc., Rissian et autres. Preminger, Lang, Raoul Walsh, il n'y a que sur Lozé qu'il y a eu ensuite division, mais ces trois-là sont indiscutables. Alors ils étaient très sévères et très méchants sur ce qu'ils n'aimaient pas et que nous on pouvait aimer, mais disons qu'ils ont eu une grande importance au cahier. Et je crois même qu'une des raisons de la révolte de Rivette et de sa volonté de diriger les cahiers contre la tendance Rohmer, vrai ou faux, hein, moi je suis arrivé après, c'est qu'il pensait que la ligne macmahonienne risquait de prendre le pouvoir au cahier. Et les cahiers risquaient de devenir une revue anti-nouvelle vague. Parce que les Mourlet et compagnie n'aimaient pas du tout Godard, Demy, etc. Donc on arrive à ce paradoxe que les cahiers, dixit la tendance Rivette, qui est celle qu'on avait suivie, était en passe de devenir une revue réticente contre les gens qui en avaient été les porteurs les plus célèbres et éminents. Parce que c'était pas la même. Il faudrait un jour une étude sur qu'est-ce que c'était que la mise en scène, disons, pour Godard et pour Mourlet. Pour Mourlet, il y avait une sorte comme ça de souveraineté du monde. Enfin, le cinéma ne doit... Voilà, l'idée c'est que le cinéma ne doit rien ajouter au monde, il doit simplement en refléter la beauté. Donc tout ce qui distordait un peu le monde, pour eux, c'était du toc et de la falsification. D'où Wells, il met des objectifs qui déforment, donc c'est pas bien. Un jour, j'ai discuté avec un macmahonien sympathique. J'adorais Lola, le premier film de Jacques Demy. Il m'a dit c'est bien, mais quelque chose d'impardonnable. Je lui ai dit c'est quoi? Il y a un ralenti à un moment. Ça, on touche à la splendeur du vrai, ça ne peut pas aller. En plus, il y avait des opinions politiques, Mourlet avait des bruits couraient sur ces tendances, il écrivait en défense de l'Occident et qu'il avait une vision un peu réactionnaire comme ça du monde. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'était des bruits qui couraient. Ce sont les choses qui ont provoqué la scission interne au cahier. Il y avait une écriture. Sur un art ignoré, c'est un très grand texte. Mais il y avait quelque chose de, disons, nietzschéen dans la critique. Pas le nietzschéen à la Deleuze, disons, mais un nietzschéen un peu inquiétant, c'est-à-dire sur l'idée comme ça des hommes souverains. Je me souviens, Charlton, une phrase qui nous avait sidérés, parce qu'il faut le faire, mais Charlton Heston est un axiome, par exemple. Voilà. Ses sourcils, son nez aquilin, ses épaules, alors c'est un axiome. Bon. Alors avec une détestation de tout ce qui pouvait être le cinéma français, un peu intellectuel, etc. Et donc avec ce même MacMahon avec qui je parlais, un jour il me défendait une actrice américaine que j'adorais, Gloria Graham ou Ida Lupino,
Et quand j'ai eu le malheur de lui parler de Emmanuel Riva ou de Delphine Seyrig, pour lui, c'était l'horreur pure. C'était la France, l'intello, tout ce qu'il détestait. Difficilement. Difficilement. C'est-à-dire ruer dans les brancards, détruire comme ça, attaquer violemment ce qui tient le haut du pavé, point par point. Non, ça me paraît difficile. Mais cet article a eu du mal à passer au cahier même, puisque Bazin l'a tenu dans ses tiroirs pendant des mois, en disant il est trop polémique, et grosso modo, tu attaques l'état cinématographique. Et ça, aujourd'hui, bon, alors peut-être sur Internet, un type pourrait tout à coup partir en guerre contre l'état du monde dans le cinéma, mais une revue avec pignon sur rue, il pourrait y avoir un article polémique attaquant une fausse gloire, etc. Mais une mise en pièces, comme ça, de tout ce qui occupe le haut du pavé, il faudrait vraiment quelqu'un de très, très, très doué maintenant. C'est très curieux, il y a le meilleur et le pire. Internet, c'est une poubelle où il y a des trésors. Donc moi, je ne le pratique pas de façon intensive parce qu'on y passerait sa vie, mais il m'arrive parfois de trouver des aperçus extraordinaire à côté d'un grand déchet. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui est à la fois le défaut et la qualité de ce qui se passe sur ceux qui écrivent dans Internet, c'est qu'ils sont d'une érudition. Bon, ils ont un thème, un auteur. Alors là-dessus, ils sont incollables, ils peuvent dire des choses formidables. Par exemple, il y a les Lynchiens. Mais plus rien n'existe. Alors ils s'envoient des mails les uns aux autres pour repérer des signes ésotériques dans Twin Peaks qui vont se retrouver dans l'avant-dernier. Ils sont d'une érudition folle, mais on a l'impression qu'ils ont focalisé là-dessus. Alors quand on est sur ce point-là, on apprend des choses. Tout d'un coup, on leur dit, bon, et Dreyer, c'est pas... Il y a une spécialisation très très forte avec une érudition, mais sur Narouzé. Il y a des gens qui, sur Narouzé, sont capables de critiquer la qualité de la restitution de la copie dans le DVD, le café, opening de Nuages flottants, etc. Chose que moi, j'aurais été incapable de faire. Des gens extraordinairement érudits, comme il y avait avant dans les revues Midi Minute Fantastique. Alors moi, je m'intéresse à l'érotisme de Benazéraf, mais surtout pas de Max Pécasse. Et donc il faut savoir naviguer. Et pour ça, il faut du temps, il faut de la patience. Il y a beaucoup de déchets. Et puis de temps en temps, d'avoir des renseignements de première main. Et puis parfois un avis fulgurant.